Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, seulement 44,5% de la population avait accès à l'eau potable en 2018. Les régions Atimotsnanen, Melak, Sofia, Vatvav et Fitvnan sont les régions les plus défavorisées en la matière. Face à cette situation, le président de la République s'est adressé aux membres du gouvernement afin d'accélérer la mise en œuvre du VELRA numéro 2 relatif à l'accès à l'eau potable pour tous. Le point dans ce résumé de sa lettre destinée au gouvernement. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental qui a été reconnu par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 28 juillet 2010. En 2018, le taux d'accès à l'eau potable à Madagascar, toutes sources confondues, était estimé à 44,5%. Seuls 36% des régions avaient des taux au-dessus de la moyenne nationale. Les régions Atimotsnanen, 8,9%, Melak, 11%, Sofia, 11,76% et Vatvav-Fitvnan, 13,8%, sont les régions les plus défavorisées en matière d'accès à l'eau potable. La majorité des Malagasy n'a pas accès à l'eau potable, ce qui engendre des difficultés de survie liées à l'alimentation, à l'hygiène et à la santé. Cette situation a interpellé le président de la République qui a ainsi donné consigne au gouvernement pour trouver des solutions durables à ce problème qui touche plus de la moitié de la population malagasy. Ainsi, l'accroissement de ce taux constitue la première étape de notre engagement en vue de réaliser le VELRA numéro 2, l'énergie et l'eau potable pour tous, et l'objectif de développement durable numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, et assurer une gestion durable des ressources en eau. Les projets et programmes dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement initiés conformément à la politique générale de l'État confortent nos engagements à garantir un approvisionnement en eau potable. Le gouvernement doit aussi se positionner face à la géopolitique de l'eau dans le moyen et le long terme afin de mettre en œuvre des politiques publiques qui permettent une gestion efficace et durable de nos ressources en eau. Il nous faut capitaliser les acquis et aussi réaliser des projets émergents dans le secteur de l'hydraulique pour améliorer sans cesse la qualité et la quantité des services fournis en matière d'eau et d'assainissement. Il invite le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à concrétiser les actions déjà identifiées, à poursuivre les efforts entrepris en collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers pour assurer étape par étape l'accès à l'eau potable pour toute la population. En priorité, les projets suivants doivent être achevés suivant le planning déjà établi. Projet de stockage d'eau dans 12 régions, dans Amourenmani, Analamang, Anjouy, Anos, Atimandjefan, Bungulav, Otmatiach, Yurumbe, Itas, Melak, Menabe et Vaknakarach, pour s'adapter au changement climatique. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de réforme déjà adoptée en Conseil des ministres sur la tarification de l'eau en faveur des couches sociales vulnérables. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de pluie provoquée adoptée en Conseil des ministres pour anticiper la pénurie d'eau. Le respect des plannings d'exécution des projets suivants, Jirama Water 2, PAEP, Piaatu, GESDA, Pipeline, FAO, Pipeline Manjare Sampun, extension du pipeline Amputak, Pipeline Bemanda Antartark, les points d'eau multi-usages, les forages gros débit, les ABP des grandes villes, Diego, Fianarantsoa, Mahajang, et les AEP des districts dans le sud. Mise en œuvre d'un projet hydraulique rural pour l'approvisionnement en eau des zones non couvertes par les pipelines dans le sud. Amélioration de la sécurité hydraulique et électrique des sites de production d'eau de la Jirama.
Et dans ce contexte, le gouvernement japonais a procédé ce jour à la remise officielle d'un système mobile de purification d'eau à l'État malagasy par le biais du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Ce camion sera utilisé et déployé dans plusieurs régions pour faire face à la période d'étiage d'après le ministre de tutelle. Il s'agit d'un projet pilote d'après le ministre Ravuga Chafidiniav, mais le gouvernement prévoit l'acquisition de camions de ce genre. La remise de ce système mobile de purification d'eau entre dans le cadre du programme de développement économique et social, PDES, à titre de dons non remboursables, octroyé par le gouvernement du Japon à Madagascar, d'un montant total de 200 millions de yens, ou l'équivalent de 1 600 000 $ américains, soit environ 7 milliards 200 millions d'ariars. La coopération entre les gouvernements malagasy et japonais s'inscrit dans le cadre de la réalisation du Véléran 2 du président de la République Andry Rajoelina, accès à l'eau pour tous. Ce projet est initialement intitulé Don de 5 systèmes fixes de purification d'eau et d'un système de purification d'eau mobile. Les systèmes fixes de purification de l'eau ont été déjà inaugurés en 2019 dans la commune d'Ampefi. Ces infrastructures ont également été installées dans 4 autres régions, à savoir les régions de Vaknakarach, Petsbuk, Bunglav et Otmatiach. Grâce à ces systèmes fournis par le Japon, plus de 13 000 personnes ont désormais accès à l'eau potable. Nous avons déjà fourni des systèmes fixes de purification d'eau. Et dernier morceau qui vient d'arriver, c'est donc ce camion purificateur d'eau. Et l'eau et l'assainissement, c'est un des domaines de priorité de notre coopération du Japon depuis quelques décennies. Nous avons fourni beaucoup de différents projets dans le domaine de l'eau et l'assainissement et de l'hygiène. Mais l'importance de l'eau a été encore une fois reconfirmée. Nous avons subi des cyclones, sinistrés, etc. C'est toujours l'eau est problématique. Donc nous sommes très contents et nous sommes un peu fiers d'avoir porté notre soutien et contribution, ne serait-ce que modeste, à cet objectif qui est l'amélioration des conditions de l'eau de Madagascar. Madagascar se prépare chaque année à la période d'étiage. Dans ce contexte, grand nombre de villes de Madagascar, à l'exemple d'Antananarivo, pourraient bénéficier de l'utilisation de cette unité mobile pour répondre aux besoins en eau potable de leur population, selon le ministre Ravuga Chafidiniav. La JIRAMA pourrait ainsi optimiser les ressources et résoudre en partie ces problèmes d'eau pour Antananarivo, tout en prévenant déjà ces périodes d'étiage dans toutes les régions vulnérables de la grande île. Les restrictions sont levées. Le port de masque n'est plus obligatoire en plein air, mais reste requis dans les transports en commun et dans les espaces clos contenant plus de 200 personnes. C'est ce qui a été décidé hier lors du Conseil des ministres. Les détails. Il n'est plus nécessaire de porter du masque lorsqu'on est dans la rue en plein air. Toutefois, dans les transports en commun ou dans tout espace clos contenant plus de 200 personnes, il est obligatoire, souligne ce Conseil des ministres d'hier, tout comme le respect des gestes barrières. À part le respect des mesures sanitaires, le Conseil des ministres recommande le renforcement des préventions, surtout quand on entre dans la saison hivernale. Il met en avant la prise du CVO, mais martèle que le vaccin demeure non obligatoire. Dans les actualités sociales, l'association FITI, présidée par la première dame, Madame Nyal Rajoelina, a commencé la distribution de ferrozinc et de Kubain pour les élèves des classes de 7e ce jour. Cela a débuté à l'EPP Antanmen. L'objectif est d'améliorer la mémoire et de garder l'attention des élèves durant la révision à l'approche de l'examen. C'est Sylvain Andradjanjabé. 19 jours avant le CEPE, l'histoire, la géographie et les mathématiques sont toujours les bêtes noires des élèves des classes de 7e à l'EPP Antanmen. Néanmoins, les élèves feront tout pour décrocher ce premier diplôme d'État. Dans cette dernière ligne droite, les examens blancs et les révisions dominent, mais les professeurs constatent des troubles de mémoire chez les élèves, troubles dus au stress.
C'est justement à cause de ce problème que l'association FITI distribue du ferrozinc aux élèves des classes d'examen de la capitale. Le ferrozinc est un complément alimentaire qui améliore la mémoire et également un fortifiant. À part le ferrozinc, l'association FITI présidée par Madame Mial Razouel offre également du Kubaen pour ses élèves. Au total, 8313 élèves en classe de 7e bénéficieront de ferrozinc et de Kubaen. Et puis 5 années de mise en œuvre d'une stratégie nationale sur les violences basées sur le genre touchent à leur fin. Hier, un atelier s'est tenu à Anoussi pour faire le point sur les efforts déployés et afin de se pencher sur les améliorations à apporter dans les 5 prochaines années. Parmi les perspectives figure l'inclusivité de cette stratégie nationale. L'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre à Madagascar a débuté en 2017. Lors de cet atelier qui s'est tenu à Anoussi hier, tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la violence basée sur le genre étaient réunis. C'était une occasion de revoir les efforts consentis depuis 5 ans et les lacunes qui restent à combler. Tous les participants qui ont assisté à l'atelier attendent avec impatience les 5 prochaines années à partir de 2022. L'amélioration à constater dans cette nouvelle stratégie nationale est en effet d'élargir l'audience par la mise en place de stratégies inclusives. L'ordonnance d'application de la loi contre la violence basée sur le genre prévoit la possibilité d'apporter un soutien accru aux victimes de violences. En préparation de la mise en œuvre de la stratégie nationale 2022-2027, qui s'inscrit également dans le cadre des efforts du ministère de la Population pour l'éducation à la base à travers les organisations telles que les Vayav Miavtse pour prendre en main les victimes de la violence. En outre, le ministère de la Population est en train d'élaborer des procédures opérationnelles standards pour guider les victimes de violences ou les témoins qui souhaitent porter plainte. Fait divers à présent, le PDG d'une entreprise et 8 autres personnes impliquées dans le vol de goudron sur la route nationale 44 la semaine dernière ont été placées sous mandat de dépôt à Antanmour. Le verdict est tombé hier, tandis qu'un autre homme a bénéficié d'une liberté provisoire. Les détails. Le verdict concernant l'affaire de vol de goudron destinée à la réparation de la route nationale 44 reliant Muramang à Mbatujazak est tombé hier. 9 parmi les 10 personnes déférées, dont le PDG d'une entreprise de construction de route, ont été placées sous mandat de dépôt à la prison centrale d'Antanmour. Un homme a obtenu une liberté provisoire. Pour rappel, des gendarmes de Carillon ont saisi le 26 mai un camion transportant du goudron dans 53 fûts, totalisant environ 10 tonnes 600 kilos. Les voleurs avaient l'intention de vendre ces goudrons pour environ 5 millions d'ariars. Il convient de noter que la loi interdit le détournement d'équipements destinés à la construction des infrastructures publiques. Une superficie de 6000 hectares répartie sur 4 communes du district de Muramang fait actuellement l'objet d'un litige. Lundi, des habitants issus de ces 4 communes ont manifesté devant les locaux de la commune d'Ambossar pour protester contre cet accaparement. Le député de la plateforme IRD élu à Muramang est également venu sur les lieux pour écouter la population et a appelé à une solution à ce problème dans un bref délai. Mananzatouf pour plus de détails. Rizières et terrains, celles-ci sont définies dans la zone d'une superficie de 6000 hectares dans le district de Muramang. Des milliers de familles issues de 4 communes, dont Muraran, Ambossargar, Fierenan et Bembar, sont victimes de cet accaparement de terrain. Lundi dernier, ils ont brandi des pancartes devant les locaux de la commune d'Ambossar, exprimant leur mécontentement face à l'occupation de leurs terres. Certains habitants sont même allés en prison pour avoir défendu leurs terres, selon eux. Le député IRD élu dans cette localité, le docteur Razobelna Louverzou, appelle le gouvernement et les autorités à résoudre ce problème dans un bref délai. Le député a également souligné qu'il existe déjà une politique de l'État sur les problèmes fonciers. Les populations concernées espèrent ainsi une solution en leur faveur.
Et en sport, les Barea de Madagascar ont pris un mauvais départ dans ce tournoi de qualification pour la CAN 2023. En effet, dans le groupe E, les Black Stars du Ghana ont battu notre sélection par 3-0. Selon Nicolas Dupuis, ce résultat était prévisible. Anzaradon Arvelu. Les Black Stars ont battu les Barea lors de ce premier match. Toutefois, nos joueurs ont quand même obtenu un match nul lors de la première mi-temps. En seconde période, la pression des Ghanéens s'est poursuivie et a abouti au premier but à la 53e minute. 3 minutes plus tard, c'était le deuxième but grâce à un corner. Le score s'est alourdi avec le troisième et dernier but à la 85e minute. L'entraîneur Nicolas Dupuis a salué la performance de ses joueurs après le match malgré ce résultat. Mais le résultat est évidemment logique. Mais encore une fois, je suis plutôt très fier de ce que les jeunes joueurs et notre équipe a produit dans son ensemble. Parce qu'on s'est battu contre une équipe excellente avec des joueurs de grande qualité. Peut-être on a été un peu trop spectateurs. La blessure de Herbastien a laissé l'équipe de Barea jouer à 10 durant 10 à 15 minutes en première mi-temps et a donné un avantage aux adversaires, a déclaré le capitaine Ibrahima Mada. L'équipe a perdu sa cohésion lorsque les Ghanéens ont marqué le premier but. Quoi qu'il en soit, ce résultat ne nous découragera pas et nous espérons un meilleur résultat, a-t-il poursuivi. Aucune erreur ne sera permise lors du deuxième match qui se tiendra dimanche prochain au stade Barea Mamassen où ils affronteront l'Angola. On poursuit avec les actualités internationales. Ce jeudi 2 juin 2022 marque l'ouverture des festivités du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Elles dureront jusqu'au dimanche 5 juin. Avec 70 ans de reine, il s'agit d'une longévité exceptionnelle pour un souverain britannique. Mais à 96 ans et avec une santé de plus en plus dégradée, la question de sa succession se pose désormais. France 24. Prince Charles n'a Dieu que pour elle, la couronne impériale de sa mère. Le 10 mai dernier, devant le Parlement britannique, sanglé dans son uniforme d'amiral, le fils aîné de la reine prononce pour la première fois le discours annuel de la souveraine. Un grand oral dans lequel les spécialistes de la monarchie décèlent un signe. Le palais reconnaît officiellement qu'elle a des problèmes de mobilité. De toute évidence, il me semble qu'elle n'est probablement pas en mesure de remplir toutes les fonctions publiques attendues d'elle. Et par conséquent, nous voyons de plus en plus de ces rôles publics transférés à d'autres membres de la famille royale, notamment à son fils, héritier. À 73 ans, le prince de Galles sort de l'ombre. Il multiplie les apparitions ces derniers mois. Âgée de 96 ans, Elisabeth II est au repos forcé depuis l'automne. Buckingham prépare donc les esprits à son retrait de la vie publique et à sa succession. Pour Elisabeth II, l'abdication est un gros mot. Il pourrait y avoir une régence à la cour d'Angleterre. Une régence pour favoriser une transition en douceur. Le prince consort, dont la vie privée a été étalée par les tabloïds, est loin d'être aussi populaire que sa mère. De nombreux diplomates français appellent à la grève jeudi pour protester contre la réforme de la haute fonction publique. Un mouvement inédit qui est aussi le signe d'un désarroi grandissant depuis plusieurs années au Quai d'Orsay. France 24. Tellement discrets, les diplomates haussent le ton et se mettent en grève ce jeudi pour la deuxième fois de leur histoire. En cause, la réforme de la haute fonction publique voulue par le président Emmanuel Macron. Elle prévoit que les hauts fonctionnaires ne soient plus rattachés à une administration spécifique et changent régulièrement tout au long de leur carrière. Au Quai d'Orsay, dans les ambassades et les consulats, on dénonce la fin de la diplomatie professionnelle française. La réforme consiste, pour la haute fonction publique, consiste à dire que les agents, d'une certaine façon, sont interchangeables. On pourrait passer d'une fonction au ministère de l'Agriculture, de l'Éducation nationale, du ministère de l'Intérieur, à une fonction au Quai d'Orsay. Nous, on dit qu'on ne naît pas diplomate, on ne naît pas agent consulaire. Mais tout ça se construit comme pour d'autres métiers. Et cette réforme, en niant un peu cette spécificité, risque de fragiliser l'outil diplomatique français. Il souligne que ce n'est pas dans la culture de la maison, mais 500 diplomates ont pourtant signé l'appel à la grève dans une tribune publiée dans Le Monde. Et sur Twitter, des dizaines de diplomates ont affiché leur soutien avec le hashtag #Diplo de métier,
comme l'ambassadrice d'Oman ou celle du Koweït. Les diplomates dénoncent également une réduction des moyens. 50% des effectifs ont disparu en 30 ans. Pour terminer, les Danois ont voté oui pour rejoindre la politique de défense européenne, a annoncé mercredi la Première ministre Mette Frederiksen. État membre de l'Union européenne depuis 1973, le Danemark avait tiré en 1992 le premier coup de canon de l'euroscepticisme en rejetant 50,7% le traité de Maastricht, puis était resté hors de la politique européenne de défense. France 24. Le oui très largement vainqueur au Danemark. Ce mercredi, les Danois ont décidé par référendum de rejoindre la politique de défense de l'UE. Le pays pourra donc participer à des opérations communes partout dans le monde. Une nouvelle dont s'est réjouie la première ministre Mette Frederiksen, qui avait fait campagne pour le oui. Je suis heureuse et fière. Je pense que nous avons pris la bonne décision pour nous et pour le continent dont nous faisons partie. Un résultat encore inimaginable il y a quelques mois. Depuis 30 ans, le Danemark bénéficiait d'exemptions pour ne pas participer à la politique de défense commune. Mais l'invasion russe en Ukraine a poussé le pays à faire bloc derrière ses partenaires européens. Ursula von der Leyen a salué le résultat du scrutin. Je salue le message fort d'engagement envers notre sécurité commune envoyé par le peuple danois. L'expertise danoise en matière de défense est précieuse. Je suis convaincue que le Danemark et l'UE tireront profit de cette décision. Les Danois ont suivi les consignes de leurs dirigeants politiques. Sur les 14 partis représentés au Parlement, 11 avaient appelé à voter pour le oui, une majorité également visible chez les électeurs. L'histoire change et cela nous touche aussi au Danemark. Et il faut réagir à cela. Ce scrutin touche à la souveraineté, pas seulement du peuple danois, mais aussi à la façon dont on fait usage de notre force militaire à l'avenir. Déjà membre fondateur de l'OTAN, le Danemark cumulera désormais les deux alliances militaires. Il y a quelques semaines, la Suède et la Finlande avaient soumis leur demande d'adhésion à l'Alliance Atlantique. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.